L'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. Alors ces mots, ce sont ceux du président américain Donald Trump qui en a profité pour annoncer ce mercredi soir des droits de douane de 25% sur les produits européens. Alors en quoi ça pourrait consister exactement? Quelles conséquences tout cela pourrait avoir? Et quelle est la stratégie de Donald Trump derrière tout ça? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Lors d'une réunion avec son cabinet à la Maison Blanche, Donald Trump a donc annoncé ce mercredi, je cite, « Nous avons pris la décision et nous l'annoncerons prochainement, ce sera 25%. » Donald Trump annonce donc ici une hausse des droits de douane sur les produits européens. Donc les produits européens qui quittent l'Union européenne pour rejoindre les États-Unis et être vendus aux États-Unis. Et cette hausse des droits de douane, elle est similaire à celle appliquée aux produits canadiens et mexicains à partir de début avril. Il faut savoir que ces droits de douane sur le Mexique et le Canada, ils avaient été annoncés début février, puis suspendus jusqu'au 4 mars. Mais finalement, on l'a appris cette semaine, il devrait bien être effectif à compter du 2 avril. Donald Trump a aussi répété qu'il estimait que l'Union européenne n'acceptait pas les voitures ou les produits agricoles américains. Selon lui, je cite, « Il profite de nous d'une manière différente du Canada ou du Mexique ». Il a également assuré, je cite, que l'UE a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'était l'objectif et ils y sont parvenus, mais désormais, je suis le président. Fin de citation. En fait, Donald Trump affirme vouloir appliquer le principe de réciprocité. C'est ce qu'il disait en tout cas lundi quand je lui ai posé la question. Mr. President, you've talked about increasing the tariffs on products from the European Union. Is that still something you want to do today? Well, it's not increasing, it's reciprocal. So whatever they charge us, we're charging them. So it's not a question of increasing. If they charge us 20%, we charge them 20%. If they charge us 30 or 40%, then we do that too. It's reciprocity. So, reciprocal. Whatever they charge us, we charge them. Mais alors, est-ce que réellement il y a un déséquilibre aujourd'hui entre l'Union européenne et les États-Unis, comme il semble vouloir l'affirmer? Alors, ce qui est vrai, c'est que la réciprocité, elle n'est pas totale. En fait, l'Union européenne et les États-Unis appliquent des tarifs différents, des droits de douane différents sur certains produits, et on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2024, la balance commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne, alors qu'est-ce qu'on entend ici par balance commerciale? C'est la différence entre les exportations et les importations de biens et services. Et bien cette balance commerciale, elle a montré un déséquilibre en faveur de l'Union européenne pour les biens, mais un avantage pour les États-Unis dans les services numériques. Et je suis conscient, c'était vraiment pas clair en disant les choses comme ça. Et pour résumer comme ça, les pays de l'Union européenne exportent davantage de biens et de produits aux États-Unis qu'inversement. Par contre, quand on parle de services, et plus précisément notamment de services digitaux, eh bien c'est les États-Unis qui exportent davantage vers l'Union européenne que l'inverse. Et en gros, je vous passe les détails, mais quand on voit les chiffres, que ce soit américains ou alors les chiffres européens d'Eurostat, en gros, si on combine les biens et les services, y compris les services numériques, eh bien il y a un excédent de 48 milliards d'euros en faveur de l'Union européenne. Il y a donc bien un déséquilibre, mais qui est plus faible que ce que dit Donald Trump ces derniers jours, en tout cas si on prend en compte les services digitaux. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Évidemment parce que c'est une annonce importante qui peut avoir des conséquences sur les entreprises françaises notamment, on revient là-dessus juste après, mais ce qu'il faut quand même déjà noter, c'est qu'il y a une forme de changement de discours par rapport à ce qui a été dit lundi à Washington, et notamment du côté d'Emmanuel Macron. Lors de leur conférence de presse commune, le président français avait déclaré vouloir souhaiter une concurrence juste, équitable entre nos industries, avec, je cite, des échanges plus fluides et encore davantage d'investissements du côté de l'Europe comme des États-Unis. Emmanuel Macron a même déclaré ce lundi dans une interview à la chaîne américaine Fox News que, je cite, ce n'était vraiment pas le moment d'augmenter les droits de douane et qu'il fallait plutôt se concentrer, je cite, sur les dépenses en matière de défense et de sécurité. Alors là, est-ce que c'était un souhait de la part du président français ou alors ce qui ressortait de la réunion avec le président américain? Dur de dire. En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que Donald Trump, de son côté, veut très clairement augmenter les droits de douane. Alors, quelles vont être les conséquences? Ce que l'on voit déjà, c'est que les produits les plus exportés depuis la France vers les États-Unis, ce sont ceux issus du secteur de l'aéronautique. On a ensuite les produits pharmaceutiques ou encore les boissons, comme évidemment le vin. C'est donc des produits qui pourraient être visés par cette hausse des droits de douane et qui pourraient donc se voir affectés parce que forcément, s'il y a une hausse des droits de douane, il y a aussi potentiellement une hausse des prix à répercuter ou en tout cas une baisse à minima de la marge et forcément, ça a un impact sur les entreprises. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2023, les États-Unis, c'était le 4e client de la France derrière l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Et d'après les chiffres des douanes françaises, les exportations françaises vers les États-Unis, ça représente
environ 7% du total des exportations françaises. Donc l'impact, il se ferait quand même sentir, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours, mais il se fera peut-être moins sentir que pour d'autres pays européens qui sont beaucoup plus proches et beaucoup plus liés, on va dire, aux États-Unis. Et on le voit d'ailleurs, un pays par exemple comme le Canada, il y a un lien beaucoup plus fort entre les deux pays. Mais tout de même, ce qu'on peut noter, c'est que ça n'a pas empêché les bourses européennes de réagir négativement à cette annonce, par crainte donc d'avoir des répercussions sur les entreprises exportatrices européennes. Plus largement, si Donald Trump confirme ce souhait d'augmenter les droits de douane et de les passer à 25%, on peut imaginer qu'il y ait une réponse de la part de la Commission européenne et de la part de l'Union européenne. Ils ont déjà annoncé que ce serait le cas, à voir après ce qu'il y aura concrètement et qu'est-ce qui sera mis en place. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, et je pense que vous le savez si vous avez l'habitude maintenant de suivre ce format des actualités du jour, cette stratégie de Donald Trump, c'est une stratégie qui consiste à être dur, brutal, avec des mesures choc, quitte parfois soit à les mettre en pause, soit à les suspendre s'il estime que le ou les pays en face réagissent comme il le souhaite. On verra donc du côté de Donald Trump si c'est entre guillemets simplement une menace ou si réellement il va le mettre en place, comme visiblement donc il semble parti pour le faire pour le Mexique et pour le Canada. Dans tous les cas, ça me semblait essentiel de faire un point là-dessus aujourd'hui. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, on postera une vidéo longue samedi justement sur l'impact géopolitique pour la France avec cette arrivée au pouvoir de Trump. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'île de la Réunion est en alerte rouge cyclonique depuis 19h heure locale en raison du cyclone Garance. Toute la population du département d'Outre-mer est donc confinée à l'exception des forces de l'ordre et des services de secours. Selon le préfet de la Réunion, toute sortie passée 19h représente, je cite, un danger pour la vie humaine. Des rafales de vent pourraient souffler à plus de 150 km/h et des vagues pourraient dépasser les 8 mètres de haut au passage de Garance au plus près de l'île selon les météorologues. En janvier 2024, l'île avait déjà été placée en alerte violette, donc le plus haut niveau du dispositif d'alerte cyclonique pour le cyclone Bellal. Ce cyclone avait fait 4 morts et conduit à 100 millions d'euros de dégâts matériels. Deuxième actu, l'autoroute A69 qui vise à relier Toulouse et Castres ne sera finalement pas construite. La justice a en fait annulé ce jeudi l'arrêté préfectoral qui avait permis de commencer le chantier de cette autoroute il y a 2 ans. C'est la première fois qu'un projet autoroutier est annulé en France pour une raison environnementale. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais essayer de vous résumer tout assez rapidement. En fait, ce projet d'autoroute de 53 km a démarré en 2023 et il devait être à l'origine prêt pour fin 2025. L'objectif, c'était de gagner entre 20 et 30 minutes pour les automobilistes, mais l'autoroute était très contestée depuis plusieurs années par les militants écologistes et d'autres organisations de défense de l'environnement qui dénonçaient un projet nocif écologiquement. Plusieurs associations avaient donc saisi la justice pour tenter de faire arrêter le chantier, ce qui est chose faite. Cependant, l'État peut toujours faire appel de cette décision et l'affaire pourrait passer jusqu'au Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative en France. On suivra ça. Troisième actu, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la mort de Rémi Fraisse ce jeudi. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est une instance qui est chargée de faire respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et qui est souvent appelée en dernier recours. Alors c'est une affaire qui remonte à 2014. Alors qu'il avait 21 ans, Rémi Fraisse a été tué dans la nuit du 25 au 26 octobre par l'explosion d'une grenade offensive lancée par un gendarme. Il se trouvait avec des militants écologistes sur le chantier du barrage de Sivens dans le Tarn. Cette nuit-là, la gendarmerie avait tiré plus de 700 grenades, dont 42 offensives, selon un décompte officiel cité par le site d'investigation Mediapart. Mais aucun procès pénal ne s'était jamais tenu dans cette affaire. Et donc concrètement, 11 ans plus tard, la CEDH a condamné la France pour ne pas avoir garanti un niveau de protection suffisant afin de prévenir les risques liés à l'usage d'une force potentiellement mortelle. La France doit donc désormais prendre des mesures concrètes pour éviter que la même situation ne se répète. Quatrième actu, les négociations voulues par le Premier ministre François Bayrou pour réexaminer la réforme des retraites, qui repousse l'âge de départ de 62 à 64 ans, ont commencé ce jeudi. Concrètement, chaque semaine, pendant les 3 prochains mois, des organisations patronales comme le MEDEF et des formations syndicales comme la CGT ou encore la CFDT vont se réunir et discuter pour tenter de trouver un terrain d'entente et arriver à terme à des négociations. En tout cas, l'objectif affiché du Premier ministre est toujours, je cite, de rétablir l'équilibre financier de notre système de retraite à un horizon proche. Selon Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, l'objectif est pour elle l'abrogation de la réforme des retraites et elle veut son retour à 62 ans. De son côté, le MEDEF estime qu'il faut à minima maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. De son côté, le syndicat Force ouvrière a décidé de quitter la table des concertations sur les retraites seulement une quinzaine de minutes après le début de la première réunion en dénonçant, je cite, une mascarade. Le négociateur du syndicat a affirmé, je cite, « On veut nous faire dire qu'effectivement, la seule solution, c'est d'allonger la durée de travail pour les salariés dans ce pays. » On suivra ça. Cinquième actu, dans les Hautes-Pyrénées, un nouveau groupe scolaire catholique privé est accusé de violence par d'anciens
d'anciens élèves après les révélations sur l'institut privé Notre-Dame de Bétarame. Il s'agit cette fois-ci de Notre-Dame de Garaison à Montléon-Magnoac. Le 21 février dernier, Philippe, un ancien élève, a créé sur Facebook un groupe appelé Collectif Victimes Notre-Dame de Garaison, où d'anciens élèves de l'établissement se sont manifestés. Comme dans l'affaire Bétarame, des victimes dénoncent les violences physiques quotidiennes de surveillants et de cadres de l'école, soutenus par leur hiérarchie durant des décennies. Alors il n'est pas question ici de violences sexuelles, mais parmi les sévices physiques, il y a notamment des claques ou encore des coups. Pour autant, les faits de violence remontent à trop longtemps, pour la plupart aux années 80, et sont donc prescrits, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas être jugés car ils sont trop anciens. Cependant, le collectif a affirmé étudier avec beaucoup de détermination les suites judiciaires possibles. À noter que l'ancien Premier ministre Jean Castex a notamment étudié dans cette école. Et on termine avec cette actu, le FBI, donc l'agence fédérale de police judiciaire américaine, a attribué à la Corée du Nord le vol d'1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie. C'est la plus grosse somme connue jamais dérobée en crypto-monnaie au monde. Le vol a été découvert la semaine dernière sur la plateforme d'échange de crypto-monnaie Bybit. En fait, le 21 février, le cofondateur et dirigeant de Bybit avait annoncé qu'environ 400 000 Ethereum, une autre crypto-monnaie, avait été volée avant d'être notamment convertie en Bitcoin, selon le FBI. Toujours selon le FBI, ce vol est attribué à l'organisation nord-coréenne Trader Traitor, aussi appelée Lazarus Group. Le FBI s'attend désormais à ce que ces actifs soient à nouveau blanchis et éventuellement convertis en monnaie fiduciaire, donc en pièces et en billets. L'argent volé ferait partie d'un plan plus large des renseignements de la Corée du Nord et aiderait, selon le FBI, à financer le programme d'armes nucléaires du pays. De son côté, la Corée du Nord n'a pas encore réagi pour le moment. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. Pour plus d'actualités, je pense que vous le savez, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On poste énormément là-bas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.